Alors, bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez correctement? Parfait. Alors, je me présente, je suis Dr. Levailleux, je suis éditologue ici au CHU de Lille à Fontainebleau. Et je vais vous parler un petit peu aujourd'hui des comportements addictologiques qui ont pu être modifiés ou non au cours justement de la crise sanitaire et principalement des confinements passés. Alors, pour revenir un petit peu en préambule sur cette période qui était assez exceptionnelle de confinement, il faut imaginer qu'on a connu des restrictions qui n'avaient jamais été mises en place auparavant, des restrictions qui ont impacté tout un chacun. Des restrictions de circulation qui allaient du couvre-feu jusqu'à l'assignation au domicile de la quasi-totalité de la population. La fermeture des frontières qui ont aussi donc impacté le transit des marchandises et notamment des produits parfois stupéfiants. La fermeture des écoles, la fermeture des commerces non essentiels et aussi donc, la création des biens de première nécessité. La systématisation du télétravail et donc l'impact du télétravail au domicile avec les contraintes donc, de la famille et du travail dans un milieu qui n'était pas nécessairement préparé. Toutes ces mesures ont eu un impact sur les habitudes de vie, sur les pratiques de sociabilité, avec notamment la fermeture des bars et des restaurants, et donc l'impossibilité pour certains de trouver des espaces de socialisation. L'organisation du travail avec la contrainte de la présence à domicile et avec la famille. Tous ces facteurs ont pu jouer justement dans la modification des comportements d'usage, et on peut émettre l'hypothèse que donc les usagers de substances ont dû modifier leur politique. Concernant le produit en lui-même, les différentes substances, on peut imaginer que pendant le confinement, il y a eu des changements d'accessibilité aux substances. L'acheminement a été modifié par la fermeture des frontières, le confinement à domicile a rendu l'accès même dans la rue aux toxiques délicats, ce qui a modifié notamment l'accessibilité aux produits. On retrouve aussi un changement des contextes d'usage avec la suspension des occasions festives, ce qui limite donc d'autant plus la possibilité de consommer avec les personnes avec lesquelles on avait l'habitude auparavant. Et ce qui aboutit donc à un changement des comportements d'usage pour s'adapter à ce nouveau contexte avec des pratiques qui vont donc émerger qui n'étaient pas là auparavant. Il faut savoir que la littérature montre que l'anxiété, l'isolement et les situations de contrainte ont tendance à aggraver les risques de survenue et les comportements d'addiction. Pour justement nous accompagner dans la recherche psychologique, il y a de nombreuses enquêtes qui ont été réalisées et qui ont recherché ces modifications. Ce sont sur ces enquêtes que je vais baser la suite de mon intervention. Alors, vous pouvez voir ici un graphique qui reprend un petit peu donc, les ventes d'alcool et de tabac au cours du premier confinement. Donc, pour les produits licites comme l'alcool et le tabac, l'accessibilité est restée assez forte. On ne retrouve pas de difficulté d'approvisionnement pour des biens de première nécessité. Vous avez ici donc ce qui se passe pendant le premier confinement, comparé avec la courbe en pointillé qui est celle de 2019, pour donner un petit peu une référence. Vous avez les détails des ventes de tabac et d'alcool, avec pour source Direction générale des douanes et des droits indirects. L'offre en elle-même a été relativement peu altérée. On ne retrouve pas de décrochage majeur, mais on retrouve néanmoins quelques ruptures de tendance selon un schéma commun, à la fois pour le tabac et l'alcool. En ce sens, on retrouve trois temps bien différenciés. Le premier, ça va être une différenciation au premier temps du confinement. Par la suite, on a une stabilisation des ventes et un rebond en sortie de confinement qui est légèrement plus marqué pour le tabac que pour l'alcool. Ça, c'est les trois tendances qu'on retrouve de manière commune effectivement pour ces deux substances. Mais on remarque aussi des spécificités. Le tabac a lui-même connu un regain des volumes de vente pendant le confinement, avec une hausse de 24% entre mars et avril. Cette hausse, on n'en avait jamais vu aussi importante depuis plus de 10 ans. Alors, on reviendra par la suite sur les raisons un petit peu.
Ce rebond peut être interprété comme un indicateur de la motivation du fumeur à s'approvisionner en cigarettes et un indicateur aussi des capacités effectives à approvisionner le tabac. Mais ça peut aussi être imaginé comme un réflexe de stockage, étant donné le côté novateur de ce confinement et donc l'adaptation pour une durée qui était à l'époque indéterminée. Cette tendance, elle montre justement une rupture avec la baisse des ventes de tabac qui avait été observée depuis plusieurs années. Et donc cette tendance, elle laissait craindre justement, depuis l'épidémie, une hausse du tabagisme. Mais il est quand même important de noter que cette hausse est concentrée principalement sur les départements frontaliers. Et ce qui laisse imaginer que ce volume était auparavant associé à des achats à l'étranger et qui n'étaient pas répertoriés donc par le service de douane. Cette hausse semble donc plus être en lien avec un transfert des achats vers le réseau du pluraliste qu'une augmentation réelle des consommations chez les usagers. Concernant l'alcool, pour le coup, on voit une évolution contraire à celle du tabac, avec des ventes inférieures à celles de 2019. Concrètement, l'offre s'est donc maintenue grâce à un soutien public de par la considération de ces substances comme des biens de première nécessité. Il faut savoir que le tabac a aussi reçu un soutien privé important de la part des fabricants de tabac qui ont par exemple pris à leur charge le financement de tout le matériel de sécurisation des bureaux de tabac afin de permettre la bonne dispensation donc, des agriculteurs. Par la suite, avec le second confinement, on voit une évolution qui est radicalement différente pour le tabac, avec un décrochage qui est marqué, puis une reprise à la hausse, jusqu'à à nouveau dépasser les niveaux de 2019. À l'inverse, pour l'alcool, on retrouve à nouveau une baisse des ventes, puis une reprise progressive. Les tendances que vous voyez là ici sont superposées à celles de 2019, à l'exception d'une légère envolée temporaire du tabac en mai 2020 et du pic d'alcool en août 2020. On peut imaginer justement un effet de rattrapage sur l'alcool, accompagné des variations saisonnières habituelles que vous pouvez voir sur le graphique de 2019 par exemple. Pour donner encore plus de recul, on peut voir maintenant l'évolution au cours du troisième confinement, qui pour le coup a été pendant. Les ventes d'alcool ont immédiatement dépassé les ventes de 2019 et ont poursuivi ensuite. Quelque part, quand on regarde ces graphiques, en conclusion, ces crises sanitaires et les confinements successifs ont eu tendance à augmenter les circulations d'alcool et à stopper la baisse du tabagisme qui était mise en place depuis déjà plusieurs années. Maintenant, à distance du confinement, on remarque que la vente de tabac néanmoins reprend sa décroissance progressive en conservant les trois pics saisonniers habituels. On peut y voir un effet d'accélération des consommations au cours des différents confinements et qui n'ont pas été à l'origine d'une hausse pérenne du tabagisme. Concernant les substances illicites maintenant, il faut savoir que les substances illicites ont été perturbées sur leur acheminement et leur trafic de rue. Le volume des saisies peut être un indicateur en miroir justement à la circulation et à la disponibilité des substances. Et on retrouve une baisse marquée pendant le confinement pour toutes les substances de manière globale. À une exception, l'exception de l'héroïne qui, elle, a été retrouvée à la hausse. Mais il faut savoir que pendant le confinement, il y a eu une pratique de ciblage des usagers et des petits trafiquants qui a pu participer justement à l'augmentation des volumes saisis avec des pratiques de ciblage qui n'étaient pas réalisées auparavant. Concernant la cocaïne, même si on retrouve la même baisse que pour les autres substances, les saisies restent très importantes avec 13 tonnes saisies sur l'année 2020, soit plus de 10 tonnes pour la 4e année consécutive. Il faut savoir aussi qu'il y a eu plus de perturbations des marchés illicites que des marchés légaux du point de vue de l'offre et des volumes disponibles. Concernant le cannabis, il s'agit de la principale drogue illicite consommée en population générale, on retrouve donc la baisse que nous en parler, avec une baisse de 58% pour le cannabis entre mars 2020 et mars 2019. Pourtant l'offre est restée présente.
et accessible avec une adaptation des modalités du trafic, avec notamment une augmentation des livraisons à domicile, une tendance qui avait déjà débuté dans les années 2010, et un plus grand recours aux commandes par SMS et par les réseaux sociaux. On voit néanmoins une baisse des transactions marchandes, mais on retrouve de nouvelles façons de s'approvisionner avec le recours à l'autoproduction ou le don de cannabis, qui étaient des modalités qui n'existaient que très peu auparavant. Donc pour pallier aux difficultés d'acheminement, la teneur en cannabis des produits qui ont été proposés a été revue à la baisse, avec un petit peu plus d'adultération des produits et d'arnaque sur le marché. On a donc une adaptation de l'offre sans pénurie durable sur l'herbe, mais néanmoins une pénurie temporaire sur la résine, s'agissant d'un produit importé. Cette structure d'offre a été confirmée justement par d'autres indicateurs, comme le prix de la résine qui a augmenté pour passer de 5,70 € à 7,20 €. Concernant les saisies de cannabis maintenant, on peut voir une contraction de l'offre qui a engendré une restructuration du marché du cannabis. Donc vous pouvez le voir ici, cette restructuration avait déjà débuté, mais elle a été accélérée par la période de la crise sanitaire et des confinements successifs pour augmenter la place de l'herbe dans l'offre de cannabis. Vous pouvez voir une baisse tendancielle pour les saisies de résine, et 2020 est l'année où les volumes saisitaires de résine sont voisins, alors qu'elle était de 29% en 2019 pour être à 48% en 2020, soit la moitié du marché du cannabis. Cette tendance est aussi confirmée par le nombre de pieds de plants de cannabis élevé qui confirme justement la présence de cannabiculture en France. Alors maintenant on va parler un petit peu des pratiques d'usage qui ont été déclarées. Je voudrais même préciser que les premières mesures recherchées par l'étude étaient les quantités consommées, contrairement aux prévalences d'usage, car les études épidémiologiques prennent malheureusement un peu plus de temps à se mettre en place. Néanmoins, on voit que les volumes de consommation chez les usagers déclarés ont été très majoritairement inchangés pour l'alcool et pour le tabac. Là, vous retrouvez donc en gris et en bleu les stabilisations ou les diminutions de consommation. C'est 89% pour l'alcool et 74% pour le tabac qui ont stabilisé ou réduit la consommation. Certains ont vu justement dans le confinement la possibilité de faire une pause, de tenter un sevrage. À l'inverse, en rouge, vous voyez que c'est surtout le tabac qui a été surconsommé, avec 27% des fumeurs, et parmi eux, la moitié qui a augmenté les nombres de consommation. 1 sur 10 augmenté le nombre de verres bu, et 25% qui ont augmenté les deux. Alors, les publics ont été questionnés un petit peu sur les raisons qui ont été mises en place pour cette augmentation. Et les raisons sont différentes en fonction du produit. On retrouve que la raison de l'augmentation des consommations pour le tabac, c'est principalement l'ennui, le manque d'activité et la gestion du stress. Alors que pour l'alcool, les augmentations étaient principalement reliées à une recherche de plaisir chez les usagers. Par ailleurs, la hausse des consommations n'a pas touché les mêmes catégories de population en fonction du produit. Il faut savoir que l'augmentation du tabagisme est bien plus mentionnée par les jeunes actifs, les travailleurs à domicile et les femmes, alors que l'augmentation de la consommation d'alcool est plus le fait des moins de 50 ans, les urbains dans les villes de plus de 100 000 habitants et les parents d'enfants de moins de 16 ans. Concernant le cannabis maintenant, on retrouve donc une structure de comportement qui ressemble sensiblement à celle du tabac. Globalement, la majorité n'a pas changé ses consommations, soit 54% de la population consommatrice de cannabis. Mais malgré tout, un segment des usagers a consommé plus de cannabis pendant le confinement, une hausse du même ordre que pour le tabac. Par ailleurs, deux observations se détachent. Plus la fréquence de consommation était élevée avant le confinement, moins le comportement d'usage va varier pendant le confinement, ce qui veut dire que le comportement va rester important. Les usagers les plus fréquents ont eux-mêmes majoritairement gardé les mêmes habitudes de consommation ou les ont augmentées, alors que les usagers occasionnels se sont montrés plus souples et ont été plus prompts à diminuer leur consommation. Globalement, le confinement a eu pour effet de renforcer les habitudes de consommation. Les consommateurs occasionnels ont moins consommé et les consommateurs réguliers ont eu tendance à augmenter. De ce fait, la structure des usagers de cannabis a changé pendant le confinement en surreprésentant les comportements extrêmes,
soit consommer beaucoup ou ne pas consommer du tout. Vous voyez que la population des usagers occasionnels s'est rétrécie, avec l'hypothèse que les usagers les moins accrochés au produit ont vu dans la difficulté d'accès au produit un facteur dissuasif. Vous voyez aussi en rouge une partie qui a augmenté, avec des usagers quotidiens qui ont été plus nombreux pendant le confinement. Il faut savoir que près d'un usager sur 10 parmi les usagers mensuels de cannabis avant le confinement sont passés à un usage quotidien pendant le confinement, soit une tranche non négligeable d'usagers en situation problématique. Cette dernière donnée fait justement écho aux usages problématiques, et dans ce sens, on retrouve une augmentation de consommation solitaire qui passe de 6% à 39% pendant le confinement, et les consommations matinales qui augmentent de 12 à 19%. Il faut savoir que la moitié des usagers de cannabis qui ne fumaient pas le matin ont fumé avant midi pendant le confinement. En conclusion, les confinements successifs ont fait bouger les lignes. C'est-à-dire que l'offre de produits ne s'est pas tarie, mais les modalités de consommation ont été remodelées, en particulier sur le passage à un usage quotidien de cannabis parmi les usagers qui étaient occasionnels. La question du bien de première nécessité qui a légitimé l'alcool et le tabac, mais aussi les produits de vapotage et le cannabis pour les États ayant légalisé l'usage récréatif. L'ouverture à de nouveaux modes d'accès au cannabis a perduré avec la poursuite des livraisons à domicile. Nous retrouvons aussi des effets paradoxaux avec une amplification de la politique de réduction des risques et des dommages au travers d'une plus grande diffusion de la naloxone dans les hébergements collectifs, par exemple, qui a eu lieu dans le premier confinement. Le développement de la réduction des risques à distance. Mais il reste des zones d'ombre à éclaircir. On ne connaît que très peu de choses sur les inégalités socio-économiques face au risque d'addiction en temps de confinement. La période de confinement a joué comme un révélateur du tropisme des politiques publiques menées. Il faut savoir que les pays les plus dissuasifs sur l'alcool ou le tabac ont renforcé leurs mesures jusqu'à pouvoir interdire la vente, alors que les États les plus libéraux ont justement assoupli leur réglementation pour pouvoir ouvrir le marché, et ces ouvertures ont été pérennes dans le temps. Les effets du confinement et de la levée du confinement sur les violences intrafamiliales liées à l'alcool sont encore assez mal connus. Pourtant, c'est une interrogation centrale. Et plus généralement, on peut se demander ce qui restera des habitudes de vie prises pendant le confinement. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Moi, j'en ai une. Est-ce que ça a eu un impact sur les services d'addictologie? Est-ce qu'il y a eu de présence, moins de présence? Et est-ce qu'il y a actuellement un impact de cette période de confinement sur des conséquences de l'augmentation des addictions? Alors, tout à fait, il y a eu un impact dans notre activité. Pendant la période de confinement, il faut avouer que notre activité a très clairement ralenti. On a poursuivi donc toute une activité avec une base de patients avec lesquels on était déjà alliés, mais l'accès aux soins a été très clairement ralenti avec beaucoup moins de premières demandes. En revanche, en sortie de confinement, comme vous pouvez le voir avec la consommation d'alcool, il y a eu une flambée des consommations, même temporaires. Et donc là, on se retrouve actuellement avec une grande charge de travail, c'est-à-dire que, pour vous donner un titre d'exemple, ici au CHU, on a d'ordinaire entre 3 et 6 semaines d'attente pour une hospitalisation à temps complet. Là, on a un minimum 8 semaines d'attente dans les périodes les plus tardives.